Eh bien, bonjour. Donc ça, c'est une émission spéciale, comme on en fait de temps en temps à l'Institut des Libertés. Et je suis donc avec Joachim Murat, le prince Murat. Bonjour. On sait Joachim, c'est ça. Joachim, c'est Joachim, ça. Parce que jamais il faut dire Joachim ou Joachim, mais je crois que c'est Joachim. Et qui a commis un livre avec un autre auteur qui s'appelle Olivier Pastre qui n'est pas là. Pastré qui n'est pas là, ce qui est dommage, mais enfin ça fait rien. Et on est sur Napoléon III. Alors, bon, votre famille a été très liée, c'est le moins qu'on puisse dire, au Bonaparte. Oui. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Oui. Vous avez une arrière-grand-mère qui était Bonaparte, c'est ça? Qui était la sœur de Napoléon, Caroline Bonaparte. Caroline Bonaparte. Voilà, là, et le descendant du roi de Naples. Et donc, on va vous parler de Napoléon III. Alors, Napoléon III, c'est un personnage étrange dans l'histoire de France, parce qu'il est très atypique. C'était donc un empereur, il se fait élire comme président de la République, puis ensuite il a fait un petit coup d'État et hop, il est devenu empereur. Il a fait un référendum, tout ça pour se faire, oui. Pour se faire. Il en fait deux, je crois d'ailleurs. Ils l'ont fait pour se faire reconnaître comme lui donner sa légitimité populaire, oui. En quelque sorte. Et il est l'héritier de cette grande famille, et il a beaucoup transformé la France. En particulier, il a complètement transformé Paris. C'est le Paris d'aujourd'hui que tout le monde visite trouve c'est une ville admirable. Les perspectives ont été faites un peu par c'est 100% napoléonien. Oui, c'est Napoléon III. Modulo la rue de Rivoli et l'Arc de Triomphe. Le reste c'est Napoléon III. Oui. C'est Napoléon III. Donc il a transformé la France. Il a fait des réformes industrielles très importantes, financières très importantes. C'était la grande époque des frères Pereire. Absolument. Qui était quand même d'immenses financiers. C'est rigolo parce que pendant des années, j'étais associé, quand j'étais à Londres, avec Marc Pereire, qui était l'un des descendants de ses frères Pereire. Donc, c'est une époque, ce 19e siècle français, qui a été très curieuse dans l'histoire de France, parce que c'est à peu près la seule fois où nous ayons des souverains qui aimaient l'économie. Oui. Ça discutable, oui. Je veux dire, qui pensait et qui aimait l'économie d'une façon intéressante, qui aimait l'économie en partant du principe qu'il fallait aider ceux qui créaient de la valeur. Pas aider, mais les laisser tranquilles. Ce qui est la base du libéralisme. Et donc, pour un libéral comme moi, c'est une époque où vous avez eu Louis-Philippe avec Guizot, puis ensuite Napoléon III. Et vous avez eu aussi d'extraordinaires penseurs libéraux. Je pense à Tocqueville, qui a été aussi un énorme penseur, et Bastiat, qui a été un économiste absolument de génie, qui était l'économiste préféré de Reagan, et qui écrivait un français ravissant, et qui est mort beaucoup trop tôt d'ailleurs. Et donc, vous avez eu à la fois un foisonnement intellectuel. L'école économique française a été dominante intellectuellement à cette époque. Oui, c'est vrai, ça. C'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire que les grands économistes, oui, absolument. Ils étaient tous français, quoi. C'était quand même... Et puis ensuite, bon, il y a eu la guerre de 70, et on est tombé dans l'extraordinaire médiocrité du Parti radical socialiste, quoi. Qui est arrivé... Oui. Au début, c'était... Pas un coup d'État, d'ailleurs. Faut pas l'oublier. Coup d'État institutionnel, mais un coup d'État. Un coup d'État, quand même. Donc, on va parler de cet homme très étrange. Philippe Seguin avait beaucoup d'admiration pour Napoléon III. Oui. Il avait fait d'ailleurs un très bon bouquin dessus. Louis-Napoléon le Grand. Napoléon le Grand. Superbe livre. Et pourquoi il avait dit Napoléon le Grand? C'était par opposition de Napoléon le Petit, de Victor Hugo, bien sûr. Vous savez, qui était particulièrement hostile à Napoléon III, oui, par jalousie et par narcissisme blessé. Un narcissisme blessé. Et puis, si j'ose dire, Victor Hugo, c'était un type qui s'est toujours trompé de façon extraordinaire en politique, donc on ne va pas lui en vouloir. Plus dire, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, alors, parlez-nous un petit peu de Napoléon III, parce que il avait été élevé un peu en Allemagne, non? Il avait des liens avec l'Allemagne. Alors, l'origine de ce livre, c'est Olivier Pastré. En fait, la particularité, c'est qu'Olivier Pastré est le descendant de la famille Pastré, donc Jean-Baptiste Pastré, le créateur de la Société Marseillaise de Crédit, et membre du conseil d'administration de la Société du Canal de Suez. Donc, donc il a un était en plein lien dedans, très clair avec Napoléon III. Olivier Pastré m'a proposé à moi, il voulait écrire un livre sur Napoléon III. Olivier Pastré est économiste, c'est un professeur en économie, il est à la retraite, mais c'est un professeur qui a été professeur à Dauphine et à Paris 8, et qui est un grand spécialiste du domaine bancaire et financier.
Il avait écrit un livre précédemment sur Colbert et le colbertisme en se disant on maltraite Colbert dans l'imaginaire collectif, alors que quand même la France lui doit beaucoup, et que la politique colbertiste c'est peut-être pas une inspiration mauvaise aujourd'hui. Et il a voulu faire la même chose avec Napoléon III. Donc l'objectif là, c'était de coécrire ensemble, c'est ce qu'on a fait. Plus qu'un livre d'histoire, c'est un essai historico-politique où on réhabilite la personnalité de Napoléon III qui est en cours de réhabilitation depuis un certain temps. Oui, tout vous à avez fait. Bien sûr Philippe Seguin, Éric Anceau, vous avez le formidable Xavier Mauduit, vous en avez toutes, Maxime Michelet, Gaël Nofri, même Thierry Lenz, Pierre Brandard, enfin il y a tout un nombre de... Donc mais réhabiliter un petit peu la figure de Napoléon III, expliquer pourquoi il est aussi peu connu et pourquoi il est aussi mal aimé dans l'histoire. Mais bon, je peux vous arrêter une seconde, je sais, c'est que simplement parce que les historiens officiels de la France, à partir de 1870, ont tous été Ratzoc. Bien sûr, c'est la République, oui. C'est la République, donc c'était la République. Alors plus maintenant, la République a plus du tout d'inquiétude par rapport à Napoléon III, mais à l'époque, elle est pas solide sur ses appuis. La République, elle arrive en 70. Oui. Il y a l'effondrement de Sedan, qui est en fait est une très bonne nouvelle pour les Républicains. Oui. Donc la permet aux Républicains de déclarer, mais le lendemain de la capitulation, un gouvernement républicain, un gouvernement de défense nationale, de façon, qui est très clairement un coup d'État institutionnel. Et à partir de là, il faut qu'il se légitime. Pour se légitimer, il va falloir qu'il ridiculise complètement le régime précédent, qui a été tout de même un succès absolument flamboyant, parce que juste la liste est tellement longue que je l'ai toujours avec moi. Je crois que c'est la période de l'histoire où le niveau des Français montait plus vite. Alors, c'est la période de l'histoire où la France a été la plus prospère. Oui, donc on a un doublement du PIB français en 18 ans. Alors, vous imaginez un petit peu ça veut dire. Triplement du domaine ultramarin. Le domaine territorial français fait 10% des surfaces émergées de la Terre. On a un triplement des exportations. On a un excédent commercial colossal. On a une augmentation des lignes télégraphiques de 700%. On a une augmentation, évidemment, on passe de 3000 km de voies ferrées à 23 000 km. L'urbanisation dont vous parliez absolument partout. Mais il y a Paris, mais il y a Biarritz, qui est une ville qui vous est particulièrement chère. Il y a évidemment Bordeaux, Marseille, Lyon qui vont imiter tout ça, mais il va y avoir également Alger, Dakar, Hanoï. Donc c'est une accès des filles à la... Tout le boom de Marseille d'ailleurs. Oui, le boom de Marseille vient de là. Les ports, il est obsédé par les ports. Ça, il y a cette citation de Napoléon quand il arrive, Napoléon III, pour préparer la France à l'Empire. Il explique ça. Il dit voilà, aujourd'hui la France m'entoure de ses sympathies parce que je ne suis pas de la famille des idéologues. Et c'est vrai, ça n'est pas un idéologue. Non. Pour faire le bien du pays, il n'est pas besoin d'appliquer de nouveaux systèmes, mais de donner avant tout confiance dans le présent, sécurité dans l'avenir. Voilà pourquoi la France semble vouloir revenir à l'Empire. Il est néanmoins une crainte à laquelle je dois répondre. Par esprit de défiance, certaines personnes se disent l'Empire c'est la guerre. Moi je dis l'Empire c'est la paix. Alors pourquoi ? Parce qu'il va axer l'Empire sur le développement économique. Oui. Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemin de fer à compléter. Nous avons en face de Marseille un vaste royaume à assimiler à la France, l'Algérie, sujet ultra d'actualité. Nous avons tous nos grands ports de l'Ouest à rapprocher du continent américain par la rapidité de ses communications qui nous manquent encore. Alors, la similitude entre la situation de la France entre 48 et 70 et la situation dans laquelle la France est aujourd'hui est assez saisissante. Vous avez plusieurs points. Il n'y avait pas d'écolo à l'époque. Hein. Il n'y avait pas. Alors. Si, ça commençait, parce que vous avez un développement de l'agriculture l'agriculture explose sous Napoléon III. Oui, non, je dis d'écolos, de gens qui vous empêchent de faire des canaux, des routes, tout ça, parce que ça tue des grenouilles à 5 pattes. Là, on n'était pas en train de il n'y avait pas de se battre pour la survie du scarabée bleu. Non, à l'époque, si vous voulez, il y avait quand même, je me souviens, les actions qu'on pouvait acheter ou celles contre chez les vendeurs de papier, si vous voulez, vous aviez des actions où vous aviez des cheminées qui avaient des usines qui fumaient et tout, ça polluait, c'était terrible, mais ça fait rien, on sentait un désir, et c'est pas encore conscience, mais il y avait un désir, oui, de croissance, de création de valeur. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé en Chine il y a 30 ans. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je pense que le parallèle est bon. C'est-à-dire ce que font les Chinois, c'est ce qu'a fait Napoléon III. Quoi. C'est la Chine de Deng Xiaoping, c'est la France de Napoléon III. La France de Napoléon III, c'est assez moyenâgeux. Hein. C'est pour ça qu'il va complètement... tout est agricole. Tout est à faire. C'est 100% paysan. Donc, lui, Napoléon III a anticipé. Il a vu en Angleterre, aux États-Unis, la révolution industrielle. Et il s'est rendu compte des effets sociaux de la révolution industrielle. Oui, c'est-à-dire que ça dépeuple les campagnes, ça sururbanise et ça donne une matière à surexploitation. C'est-à-dire que les hommes vont être exploités. C'est ce que disait Napoléon III. L'industrie est un Saturne qui dévore ses enfants. Donc il faut protéger les enfants. L'industrie, elle est là, on en a besoin, il faut l'accompagner, mais il faut protéger les ouvriers. Ça, c'est vraiment une obsession de Napoléon III. C'est ce qu'il va mettre en place. Il avait d'ailleurs écrit un livre, un essai, je crois, qui s'appelait L'extinction du paupérisme. Oui, il a cette très belle phrase qui
qui résume la totalité de sa politique, la pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. Et c'est lui qui met en place ce que le président Macron et ce qu'en fait la République française fait depuis, s'appelle le ruissellement, c'est-à-dire la redistribution. Sauf que ce que fait Napoléon III, c'est qu'il redistribue les produits de la prospérité française à l'ensemble de la population et dans les infrastructures, mais de façon très intelligente. Il est par exemple totalement opposé aux impôts de production. Pour lui, c'est une folie. Il faut faire des impôts sur la consommation. C'est un vrai libéral, hein. Ah oui, absolument. Il est contre les impôts de production parce que alors il estime que la richesse d'un pays est comme un fleuve. Si on prend ses eaux à sa source, on le tarit. Si on les prend lorsque le fleuve a grandi, on peut en détourner une large masse sans en altérer le cours et alimenter comme ça le truc. Bon, ça c'est l'intelligence et le pragmatisme économique de Napoléon III qui avait absolument tout compris. Et ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est qu'il y a un autre parallèle avec la situation qu'on vit actuellement, c'est que cette révolution industrielle de la machine à vapeur qui va complètement transformer le paysage sociétal français, le rapport au travail. On est en train d'en vivre une qui est tout à fait similaire, c'est l'intelligence artificielle. Oui, j'ai même écrit un livre là-dessus il y a 20 ans. C'est vraiment l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va rebattre complètement les cartes de la production de valeur, de l'organisation du travail et de la vie de tous les jours. Il faut l'accompagner, il faut l'anticiper. Maintenant, il faut pas bloquer l'intelligence artificielle comme il faut pas lui laisser un libre cours complètement débridé. Et ça, Napoléon III l'avait fait avec la révolution industrielle. C'était plus facile avec l'industrie parce qu'il y avait besoin d'infrastructures lourdes, tandis qu'évidemment, la révolution de la connaissance, ça se fait par des 0 et des 1 dans des ordinateurs et ensuite la valeur apparaît. Là où les 0 et les 1 sont moins taxés, ce qui est miraculeux, mais c'est quand même un truc qui arrive assez fréquemment. C'est vrai. Donc, si vous voulez, c'est plus facile de le faire, mais ce qu'il y avait d'intéressant, comme chez beaucoup des dirigeants du 19e, et comme maintenant on l'a vu en Chine, et comme Modi en Inde, il est un peu sur les mêmes genres. Oui, c'est très gaulliste, la politique de Modi. C'est d'ailleurs, en fait, le gaullisme est un bonapartisme modernisé. Hein, absolument, c'est rien. Donc, Modi, on voit très bien qu'il a des héritiers aujourd'hui. Modi, Deng Xiaoping, Xi, d'une certaine façon, ça, ce qui n'empêche pas et ça s'accompagnait aussi d'un respect de l'ordre. Alors, c'est même essentiel. C'est-à-dire que c'est la base de la logique impériale. C'est que la prospérité doit profiter à tous et c'est comme ça qu'on ramène la grandeur, parce que l'obsession, c'est la grandeur de la France. Mais pour que la prospérité fonctionne, il faut l'ordre. Donc s'il n'y a pas de l'autorité de l'ordre sur l'ensemble du pays, ça n'est pas possible. Et alors ça, il est né, c'est sa fameuse phrase. Hein, il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. Oui. Et alors ça fait écho aussi. C'était repris par Clémenceau d'ailleurs comme phrase, je crois. Ça a été repris, puis ça a été repris régulièrement. Vous savez, on va terroriser les terroristes. C'est une déclinaison de la phrase de Napoléon III. Et c'est d'une brûlante actualité quand même. Donc l'idée de ce livre, c'est ça, c'est que Napoléon III est d'une brûlante actualité. Il est d'une brûlante actualité pour deux raisons. C'est que d'abord, la période actuelle s'attaque en priorité à ceux qui créent de la valeur, littéralement pour les en empêcher. Et deuxièmement, et ça s'accompagne d'un effondrement de l'ordre civique. Oui. Donc les deux fondements de la croissance, c'est quand même de laisser travailler. Vous savez, je reviens toujours à ça, mais c'est un peu dans les évangiles, la parabole des talents. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on pique du pognon aux gars qui ont gagné les talents et on le donne à celui qui branle rien. Oui, alors ça c'est aussi une des grandes leçons de l'Empire, c'est que l'oisiveté est le pire ennemi de la. Voilà. Donc on payait pas les gens de rien foutre, quoi. De la société civile, c'est-à-dire qu'il faut absolument se lutter contre l'oisiveté. Ça, c'est une chose qui est, créer le plus d'activité possible, employer tous les bras oisifs, tel doit être le premier soin d'un gouvernement. Ouais. Alors qu'on est dans un pays qui, depuis les années 70, pour dire le moins, a organisé le chômage systémique. Mais il l'a choisi. Il l'a choisi pour une raison très simple. Oui, parce que les gens qui sont j'avais quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est il y a quelques années, j'avais parlé avec des dignitaires socialistes sur le logement individuel, les maisons, etc. Ils m'avaient dit non, le logement individuel c'est très 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 mal, parce que quand les gens ont leur maison et qu'ils ont un travail, ils votent tous à droite. Oui. Donc, en réalité, si vous voulez, la création du chômage et la création d'HLM, c'est une façon de forcer les gens à voter à gauche parce qu'ils sont malheureux comme des cailloux. Et puis parce qu'en plus, vous êtes sous la tutelle de l'État, et l'État, c'est plutôt la gauche. Et l'étatisme, le surétatisme, l'État-providence, c'est plutôt à gauche. Mais alors vous savez, c'est pour ça, par exemple, Napoléon III, chose étonnante, comme quoi sa brûlante actualité, en 70 avait dans les cartons 2 réformes. Il avait une réforme pour abolir la peine de mort, donc le beau Victor Hugo, Napoléon III avait prévu de le faire, et la République le fera
après l'avènement Mitterrand, donc ça va être très très long, il avait une autre réforme qui était de donner le droit de vote aux femmes. Pourquoi la République prend autant de temps pour donner le droit de vote aux femmes? Parce que la République pense que la femme est une imbécile qui vote comme le curé. Donc la femme est une idiote qui va à l'église, et donc surtout ne donnez pas le droit de vote aux femmes parce qu'elles vont voter à droite. Oui. Donc oui, absolument. Donc si vous voulez, il y avait quand même toute une série de politiques qui ont été suivies par la République, si j'ose dire, pour rendre les gens malheureux. Alors, la République, c'est pas en tant que telle, c'est plutôt par la clique qui a pris en main la République. Ouais, c'est ça, on la connaît. Qui est parce que la République, c'est un régime. Bon, voilà, moi je suis républicain, j'aime ce régime. Moi, j'aime d'ailleurs, Napoléon III se déclare républicain lui-même, hein. Vous savez, il disait l'impératrice est légitimiste, Morny est orléaniste. Moi, je suis républicain. Il n'y a que Persigny qui soit bonapartiste, mais il est fou. Donc, c'était une phrase de Napoléon III. Et donc, moi, je suis tout à fait républicain, et l'extraction la plus réussie de la logique bonapartiste dans une république à la française, c'est la Ve République chimiquement pure du général de Gaulle. Donc en fait, qui a beaucoup changé depuis. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça que j'insiste sur chimiquement pur. C'est-à-dire un homme d'État qui a beaucoup de pouvoir, un chef d'État qui a beaucoup de pouvoir, qui est balancé par des chambres, hein, ça a toujours été là, et qui justifie ce pouvoir par qui a une profondeur pour pouvoir l'exercer. Il a 7 ans, pas 5 ans c'est une folie, il a 7 ans renouvelable, donc il a une vraie profondeur pour l'exercer, et qui justifie le recours à un pouvoir si exceptionnel par le référendum régulier. Pour tester sa légitimité. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'un gouvernement peut être légal et illégitime. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on connaît un peu en ce moment. Exactement. Et on peut la légalité et la légitimité, c'est deux choses complètement. Alors c'est un sujet passionnant en termes de droit constitutionnel mais c'est un sujet très français. Parce que c'est amusant parce que quand vous êtes en Angleterre où j'ai vécu 25 ans, ce qui est légal est légitime, il n'y a pas de question. Ils commencent à se poser la question avec le Premier ministre actuel, qui est pas vraiment légitime. Aux États-Unis, c'est ce qui est légal et légitime. Donc c'est en France qu'on a introduit, depuis qu'on a coupé la tête à Louis XVI, qu'on a un problème avec la légitimité et la légalité. Parce qu'on a retourné le sens de la légitimité. Avec Louis XVI, jusqu'à Louis XVI, la légitimité était de droit divin. Donc ça se posait pas, c'est Dieu. D'un seul coup, on retourne et la légitimité, c'est la souveraineté populaire. Donc là, c'est le peuple. Et il y a tout de même une inquiétude vis-à-vis du peuple qui est massive. Ce que n'a pas le bonapartisme, ce que n'a pas le gaullisme. De tout temps, et c'est le cas des radicaux, c'est les fameux radicaux, ils veulent surtout pas de suffrage universel. Enfin, ils veulent le suffrage universel, ce qu'ils veulent pas, c'est de contact direct avec le peuple. Ils ne veulent pas de référendum. Non. Parce que le peuple, par définition, et d'ailleurs il y a beaucoup d'écrits de la Révolution, enfin de penseurs de la Révolution et de créateurs de la Révolution, enfin de 1789, qui disent, vous allez voir, une démocratie, c'est pour la bourgeoisie, pour nous bourgeois, parce que la Révolution est faite par les bourgeois, c'est beaucoup mieux, nos intérêts seront beaucoup plus protégés, parce qu'en fait, on gardera le pouvoir, on manipulera le peuple. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est que la façon d'éviter que le peuple ne soit puissant, c'est d'avoir la démocratie représentative. Voilà, et en plus au travers d'un suffrage censitaire. C'est-à-dire un suffrage qui dépend de vos revenus, ou de ce que vous payez comme qui dépend du fait que impôt. vous êtes un garçon ou pas, voilà. etc. Donc on sent bien que une grosse partie de la Troisième République, Quatrième République et maintenant des gens qui sont au pouvoir, c'est quand même d'empêcher que le peuple n'ait son mot à dire. Alors ça, c'est d'autant plus vrai que à partir du moment où on commence à établir enfin, et très largement grâce à Napoléon III, le suffrage universel comme étant incontournable, et le recours au plébiscite, c'est-à-dire le recours à la discussion directe entre un chef d'État et son peuple, à partir de ça, où ça c'est devenu indéboulonnable, alors on commence à dire, attention, il y a un risque de populisme. Alors là, oh là là, le populisme, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Donc en fait, si vous voulez, la beauté du bonapartisme devenu gaullisme, c'est-à-dire du gaulo-bonapartisme, du bonaparto-gaullisme, je pense que c'est l'essence même de l'âme politique française, dans le sens où c'est le rapport entre un chef d'État direct avec son peuple, tout en gardant l'équilibre des pouvoirs et une république, et c'est ce pari insensé que font les Bonaparte et que fait De Gaulle, de prendre les gens pour des adultes responsables, et de prendre le peuple pour se dire, le boss, c'est le peuple. Le boss, c'est le souverain. Dans notre constitution, le souverain, c'est le peuple. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est le peuple est peut-être pas sérieux, mais quand c'est lui qui prend les décisions, comme par exemple en Suisse, ça marche plutôt bien. Oui, ça marche très bien. Voilà, c'est comme le contre-exemple de la peur du populisme. C'est le contre-exemple. Et en plus, en Suisse, il y a 3 ou 4 peuples qui s'aiment pas. Vous connaissez le vieux contre-argument. Oui, mais c'est les élections et c'est le peuple qui a amené Hitler au pouvoir. C'est complètement faux. Ce ne sont pas les élections qui ont amené, c'est le jeu des partis qui a amené Hitler au pouvoir. Donc, justement, le bonapartisme et le gaullisme, c'est anti-jeu des partis parce qu'ils sont conscients de ça. Ils sont conscients. Mais en plus, si vous voulez, Hitler, il est arrivé au pouvoir parce qu'Hindenburg l'a appelé et il faisait quoi? 30% des voix, quoi. Oui, je suis d'accord. Alors que là, ensuite, il a annulé les élections. Il y a des chefs d'État français qui font moins de 20% des voix, mais et 10% des votants, en tout cas, et qui sont illégitimes, mais qui ça gêne pas. Donc c'est si vous voulez, c'est un peu le mode d'emploi. Ce livre essaie de montrer que le Napoléon III est le mode d'emploi il y a des leçons gigantesques à tirer de Napoléon III pour améliorer drastiquement la situation de notre pays aujourd'hui, puisque
Il y a plein d'éléments de comparaison. On parlait de l'intelligence artificielle, mais alors, prenons par exemple l'obsession internationale de Napoléon III. Ce que Napoléon III veut faire, c'est ramener la France sur le devant de la scène internationale. Exactement ce que tous les présidents français depuis Pompidou prétendent vouloir faire. Alors ils le font avec plus ou moins de talent. En ce moment, c'est vrai qu'on n'est pas aveuglé par le talent de cette réussite, mais il y a une volonté de le faire, mais ça marche pas. Alors pourquoi ? Parce que Napoléon III, il hérite d'une France qui a été cassée en morceaux du fait du Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, c'est l'organisation internationale qui va rebattre les cartes du pouvoir en Europe après Waterloo. Waterloo. Moi, je pense que Waterloo, pour nous, c'est le traité de Lisbonne. Ouais, c'est Waterloo. Et que le Congrès de Vienne, c'est la Commission européenne. Donc, et que la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle écrase la grandeur française. Il n'y a plus de grandeur française. C'est-à-dire qu'on sent bien, ce que vous dites est intéressant, on sent bien que dans toutes ces organisations qui ont tenté d'organiser l'Europe, le but essentiel, c'était quand même de mettre la France en le plus possible, de tenir la France. Absolument. Et je trouve que là-dessus, il y a tout de même aussi une comparaison qui est assez signifiante entre la France de l'après Congrès de Vienne et la France de l'après traité de Lisbonne, le parjure du référendum de 2005. Alors, je pense que pour moi, Maastricht, si vous voulez, c'est le départ de Napoléon à l'île d'Elbe, c'est la première abdication, et le traité de Lisbonne, c'est Waterloo. Et effectivement, Napoléon III va essayer lui, dans le cas du Congrès de Vienne, cherche à récupérer ça. Il y a d'autres comparaisons absolument incroyables. C'est, vous savez, la situation internationale. Vous avez une crise au Moyen-Orient à l'époque de Napoléon III, puisque l'Empire ottoman est en train de s'effondrer. Il s'effondrera définitivement en 1918, mais il est en train de s'effondrer. Donc vous avez une crise au Moyen-Orient, vous avez une crise avec la Russie, et vous avez une guerre en Crimée, c'est-à-dire dans l'actuelle Ukraine. Donc il y a tout de même des parallèles qui sont saisissants, je trouve, entre cette période. Et voilà, s'inspirer un petit peu des leçons de Napoléon III, c'est peut-être pas évident. C'est intéressant, et ça veut dire, si vous voulez, réfléchissons un petit peu à cette histoire d'intelligence artificielle, etc. Ouais. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai écrit un bouquin il y a 25 ans là-dessus qui s'appelait « C'est une révolte, non sire, c'est une révolution » et qui était l'arrivée, l'intelligence prend le pouvoir. C'était il y a 25 ans, c'était sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bon. Et ce que j'avais tiré comme conclusion, c'est que ça ne pouvait se faire que par la base. C'est-à-dire la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on peut pas organiser une révolution. L'intelligence est une question personnelle, individuelle. Il n'y a pas d'intelligence collective. Et donc, il faut laisser les gars qui sont capables de sentir le vent, en quelque sorte, de prendre le vent, quoi. Donc, ça ne peut se passer que pas. Et pour ça, ça suppose un enseignement qui soit libéré des contraintes de l'État, qui soit libre, de façon à pouvoir créer des esprits libres, et non pas des esprits obéissants, si vous voulez. Et donc, il y a toute une série de choses, donc il fallait faire ce qu'ont fait les Suédois, qui réussissent très bien en ce moment, d'ailleurs. J'ai tout. Oui, alors, je vois ce que vous voulez dire, mais... C'est-à-dire que ce qu'il a fait, là, Napoléon III, c'est qu'il a libéré les entrepreneurs. Alors, il a complètement libéré les entrepreneurs, mais... Et donc, il faut, c'est libérer les entrepreneurs sur l'instruction publique, pourquoi est-ce que Napoléon Ier, Napoléon III, et ensuite la logique de la Ve République et des référendums, enfin, tant qu'on fait des référendums, parce que après, c'est que là, on en fait plus depuis 20 ans, mais... si on les fait, on les respecte pas. C'est parce que l'instruction publique est au niveau. C'est-à-dire que vous offrez au vote à des citoyens instruits et éduqués. Sinon, ça marche plus. C'est le principe de Condorcet. La démocratie et la République, ça fonctionne si les citoyens sont éduqués. Sinon, on rentre dans un truc qui est absolument... Mais si le but de l'éducation n'est plus de faire des citoyens éduqués, mais de faire des citoyens obéissants, ça peut pas marcher. Alors, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le principe... Ça marche mal. Ça marche mal. Le principe de base de l'éducation, c'est quand même non plus de créer des esprits libres, mais on n'apprend plus à apprendre, on apprend ce qu'il faut dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire on est en train dans une société fonctionne s'il y a des gens qui fonctionnent à la compétence, et puis vous avez d'autres sociétés qui fonctionnent à l'obéissance. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans la société qui fonctionne à l'obéissance, et tous les créatifs sont détruits. Donc ce qui en devient extraordinaire, c'est aujourd'hui, c'est quand même l'extraordinaire prédominance du crétin. En tout cas, de la fabrique du crétin. Je ne sais pas s'il y a tant de crétins que ça. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que vous. Il y en a pas, mais celui qui a le voix au chapitre, c'est le crétin. Il n'y a pas de crétin. Enfin, il y a moins de crétins qu'on le pense. C'est justement là. Vous savez, c'est le vieux truc. On fait les tuches, on fait machin pour montrer que les Français sont des imbéciles. Ils sont très touchants, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous vous rendez compte qu'on donne le droit de vote à ces mecs-là, ouais. C'est vraiment ce regard tout à fait méprisant sur le peuple. Si vous n'êtes pas passé à l'école alsacienne, vous êtes urbaine de 30 ans qui s'amuse de. Je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit des chiens. Que 70% des gens qui font Polytechnique, l'ENA, Sciences Po, HEC, en France, viennent de 80 jardins d'enfants à Paris.
C'est-à-dire que vous avez une espèce. On avait calculé que Gabriel Attal avait parcouru moins d'1 km² toute sa jeunesse entre la maternelle, l'école. Exactement. Et c'est ça qui parle de la France. Il y a un entre-soi. Alors, oui, mais l'entre-soi. Mais ça, il l'a pas fait, ça. Il a essayé d'élargir tout ça. C'est le principe, normalement, de Napoléon Ier, la Révolution française de Napoléon Ier, Napoléon III et de la République de De Gaulle. C'est l'apothéose de la méritocratie. Voilà. Mais la méritocratie, ça veut dire aussi d'être un vrai spécialiste dans son domaine. Et d'être compétitif. Compétition. Compétition, bien sûr. C'est absolument vital. Compétition dans tous les domaines, dans le domaine scientifique, dans le domaine culturel. Et en revanche, le réseau. C'est-à-dire que Napoléon III va mettre en place un truc qui est absolument génial, qui s'appelle les séries de Compiègne. C'est-à-dire que pendant il va inviter pendant une dizaine de jours ce que la France compte de mieux, en tous les cas ce qui est considéré comme mieux dans les domaines intellectuels, artistiques, financiers, économiques, scientifiques, au château de Compiègne. Et ils vont être plusieurs centaines à chaque fois, et toute la journée, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Ils sont logés, nourris, tout ça. Ils ont les activités qu'ils veulent. Il y a plein de petites activités. Et le soir, il faut être tous ensemble autour de trucs. Pourquoi ? Parce que pour que les gens apprennent à se connaître. Que Pasteur rencontre Pereire, que Pereire rencontre Flaubert, que Flaubert rencontre un tel. Et ça va être grâce à ça, si vous voulez, ça va créer une forme de... Et puis, ça permettait à Napoléon III d'avoir des idées grâce à ça. Et ça va créer une espèce de forge à intelligence, en faisant énormément d'échanges de cellules grises dans tous les domaines. Et donc ça, c'est formidable. Donc ça n'est pas siloté. Donc il désilote complètement le truc. Sur la compétition, vous avez raison, il va la favoriser un maximum, mais attention, il est tout à fait conscient du fait qu'il y a des externalités négatives, donc des potentiels d'exploitation abusive de la part de toute nouveauté, de toute création d'entreprise, de toute industrie, qu'il faut contrôler. En revanche, il faut la laisser libre d'agir, mais dans la limite du raisonnable. Donc c'est un libéral étatiste, tout de même. Mais c'est-à-dire que vous avez toujours deux choses. Le libéral, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est pas du tout l'absence de loi. C'est un respect effréné de la loi, puisque c'est par la loi que vous contrôlez l'État. Donc, vous êtes obligé d'avoir... S'il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de libéralisme. Si jamais... Alors, d'abord, déjà, il n'y a pas de libéralisme. Et ensuite, si on tombe dans le libertarianisme... là, c'est pas du tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, mais il y a une ou deux citations comme ça qui sont intéressantes. C'est restreindre dans de justes limites le nombre des emplois qui dépendent du pouvoir et qui font souvent d'un peuple libre un peuple de solliciteurs. On est où là aujourd'hui ? On est à 6 millions de fonctionnaires. Donc vous voyez, sous Napoléon III, c'est impensable. Mais ce qui ne veut pas qu'un peuple libre devienne un peuple de solliciteurs. Donc il veut garder à l'État une forme de fonction régalienne et de protection, mais c'est tout. C'est tout. Et alors c'est très important parce que moi, ce que j'ai vu dans ma vie aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas d'ailleurs, il y a quand j'étais jeune, c'est que vous aviez la haute fonction publique, qui était quand même un peu un des héritages depuis Philippe le Bel. Il y avait des gens qui étaient autour du pouvoir et qui avaient comme vocation de servir la France. Hein. On les appelait c'était des moines soldats, quoi. Et il y en a eu, il y en avait encore. On en a encore aujourd'hui, on a une très belle haute fonction publique. Mais si vous voulez, des gars comme Guillaumin, comme Delouvrier, personne ne mettait en doute leur honnêteté. Ouais, là, Charles, moi je mets pas du tout en doute l'honnêteté des hauts fonctionnaires actuels. Moi je le mets. J'ai des informations sur leur corruption depuis les années Mitterrand. La haute fonction publique est devenue complètement corrompue. Regardez Madame Anne Lauvergeon, c'est absolument scandaleux, quoi, qu'elle soit pas en tôle. Oui, alors, ok, il y a des exemples. Mais la haute fonction publique aujourd'hui, qui passe avec un pantouflage absolument extraordinaire. Ça c'est autre chose. Un pantouflage extraordinaire qui passe d'un conseil d'administration à McKinsey, puis à la banque Rothschild, puis ensuite le truc. Oui, mais ça c'est vrai que ça crée des conflits d'intérêts. Regardez par exemple les ventes des turbines nucléaires qui ont été faites à General Electric. Là, il y a une volonté aussi de détruire et de déficeler le paysage industriel français, alors que justement c'était une obsession de Napoléon III. Au profit de cette classe industrielle. Oui, on est tout à fait d'accord. Il y a une petite nomenclatura qui s'accapare les fruits de la qui vendent la France à l'encan. Et qui le fout en l'air. Le cas d'EDF est absolument atroce. Le cas d'EDF, si vous voulez qu'on réussisse à faire perdre 23 milliards. Technip, Morpho, vendu aux Américains, on est chez les fous. Ce que vous dites, mais qui a touché les commissions ? C'est ces gens-là. Donc, autrefois, jamais la haute fonction publique n'aurait touché une commission. Alors, oui. Ça n'existait pas. Je suis pas sûr. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de la corruption dans la cour de Louis XIV? La cour de Louis XIV, je ne sais pas, mais Colbert était peut-être corrompu. Il a tapé largement dans la confiture. Il a tapé largement, mais il y avait quand même toujours, vous aviez des Louvois, vous avez des gens comme ça, des gens qui ont bâti des trucs. Alors, c'était difficile parce qu'à l'époque, il y avait aussi, travailler pour l'État, c'était une façon de s'enrichir, donc c'était autre chose. Mais
Là, ce que j'ai vu depuis les années Mitterrand, c'est une haute classe publique qui a trahi pour s'enrichir. Oui, mais ça, c'est très nouveau. Ça, c'est un peu, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que je pense que l'aspect corruption, conflit d'intérêts, de toutes les façons, il y en a toujours dans une machine de pouvoir, parce que l'homme est un homme. Talleyrand, il disait, j'accepte de me faire corrompre, si de toute façon je l'aurais fait. Oui, non, mais voilà, c'est que ça c'est là. Ce qu'il faut, c'est que ce soit évidemment contrôlé. En revanche, il ne faut pas que ce soit au détriment de la solidité et du pacte social et de la prospérité française. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est vrai que ça, c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Le fait de foutre en l'air la prospérité française, justement parce qu'il y a cette espèce de mépris des masses. Maintenant, je dirais que en quelque sorte, le dirigeant un peu fluide qui passe d'une haute administration à un conseil d'administration, à une banque d'affaires, il a un profond mépris pour ce qui n'est pas un peu comme lui. Lui, il est plus international que français. Il est effectivement plus à l'aise à Londres, à Francfort, à New York. Et il trouve que il s'en fout un petit peu de la France. Oui, ça c'est vrai. Le peuple sont mauvais finalement. Il trouve que le peuple. Alors j'ai toujours une hésitation à généraliser, mais c'est vrai que ça commence à se sentir ça commence à se voir. Moi j'ai vu un article des Échos qui m'avait beaucoup alerté. C'était il y a 2 ans à peu près, un article des Échos qui m'a alerté. C'était où les classes dirigeantes françaises passent leurs vacances. Et ben maintenant, si vous voulez, ça commence à aller à Deauville, puis ça continue par l'île de Ré, on descend vers la côte méditerranéenne, on remonte et il n'y a plus personne qui passe ses vacances dans la Creuse. Donc ils ont plus aucun contact avec la France profonde. Ils vont tous au même endroit. C'est comme les Hamptons à New York, vous savez, tous les gens de New York. Oui. Ils ont des endroits où ils se retrouvent tous. Oui, mais ça, c'est finalement un classique. Il y a toujours eu ça, si vous voulez. Ça, franchement, c'est un classique. Non, moi, quand j'étais enfant, si vous voulez, dans le Gers, il y avait 100 châteaux, il y avait 100 familles qui venaient passer leurs vacances, ils rêvaient de Paris, qui venaient passer leurs vacances. Et aujourd'hui, oui, mais que les grands serviteurs de l'État aillent un peu toujours au même endroit en vacances, c'est pas. Ils allaient souvent dans leur province. Ils allaient souvent dans leur province. Vous savez, tous les châteaux de la Loire, tout ça, c'était rempli de gens. C'est-à-dire qu'il y avait une présence des élites en campagne qui gardait le contact avec les gens. Alors là, pour ça n'existe plus du tout. Ça c'est complètement vidé. Ça c'est beaucoup. Alors en plus, il y avait non seulement il y avait une présence des élites en campagne comme vous dites, mais surtout les élites fabriquaient énormément de valeur en campagne. Parce que par exemple, Morny et Deauville, Napoléon III et Biarritz, toutes les villes d'eau, Vichy, etc. Tout ça est construit pour les élites européennes, pour qu'elles viennent justement parce qu'ils veulent le développement touristique. Et c'est l'époque où tout le monde vient visiter la France. Voilà, effectivement, il fait venir toutes les élites européennes partout en France parce que ça donne un rayonnement à la France absolument formidable. Grâce au réseau ferroviaire, c'est très facile. Les villes d'eau, c'est la grande mode à l'époque, ils l'ont fait partout. C'était pour maigrir. Les gens allaient dans les villes d'eau pour maigrir. Ils arrivaient avec une série de costumes. Quand ils arrivaient, ils étaient gros. Puis ensuite, ils allaient dans la ville d'eau, on leur donnait que de l'eau. Et hop, ils repartaient avec une autre série de costumes. Vous avez pas vu le bouclier dans Astérix, là, où il allait dans la ville d'eau, le pauvre chef maigrissait. Ah oui. Et ça finit, ça fait travailler les tailleurs, ça fait travailler les hôteliers, les restaurateurs, c'est parfait. Et c'était une bonne idée. Donc mais par exemple, regardez, Morny à l'époque, pour savoir s'il était quand même le demi-frère de Napoléon III. Le demi-frère de Napoléon III, qui a également été ministre, à de nombreuses reprises. Qui était pas le moins corrompu, mais qui a fait du bon boulot quand même. Qui était un type extraordinairement brillant, Morny. Oui. Et dont il se disait, quand vous voulez investir dans une affaire, on se met très bien, on disait, si vous voulez être sûr d'attirer l'investisseur, on dit, Morny est dans l'affaire. C'était là, comme ça veut dire que Warren c'était garanti. Donc voilà, ça a toujours été un peu là quand même. Sauf que quand Morny est dans l'affaire, c'est pour fabriquer Deauville, c'est pas pour vendre des morceaux de turbines d'Alstom aux Américains et aux étrangers. Donc c'est très différent. Donc on n'est pas dans la trahison des intérêts français. Vous créez de la valeur, Morny a créé de la valeur. Là, ils ont piqué de la valeur qui avait été créée par des anciens. Par d'autres. Et ils l'ont pris à leur profit. Ça s'appelle du vol. C'est de la spoliation même. La spoliation. Parce que ces valeurs-là appartiennent au peuple français. Voilà. Parce que ça a été largement payé par les impôts, largement fabriqué par le travail des Français, que quelqu'un s'en accapare. Regardez que par exemple, l'EDF qui avait été financé par des capitaux français, qu'on mette les prix de l'électricité dépendant du gaz pour faire plaisir aux Allemands, et que aujourd'hui le prix de l'électricité est doublé en France et qu'un EDF ait perdu 23 milliards alors que notre électricité est la moins chère du monde à produire. Oui, on était à 50 c'est un coup de génie, quoi. Mais non, et ça reste inexplicable et inexpliqué. On ne comprend pas pourquoi cette question ne va poser plus régulièrement. Le prix de l'électricité devrait être baissé de 50% demain matin. Alors, il y a aussi une chose qui est tout à fait intéressante comme leçon à tirer de Napoléon III, c'est que donc lui il va monter un gouvernement, donc il va prendre ce qu'on appelle des gens spéciaux, c'est-à-dire en fait des spécialistes. Et donc il va mettre des financiers aux finances
des entrepreneurs à l'économie. Donc vous allez avoir un Achille Fould aux finances, vous n'aurez pas un Bruno Le Maire. Oui, Bruno Le Maire, son vrai métier, c'est écrivain. C'est d'ailleurs c'est lui, vous savez, qui est l'auteur du discours, du légendaire discours de Dominique de Villepin à l'ONU contre l'Irak. C'est Bruno Le Maire fait partie des plumes. Donc c'est une plume de grand talent. En revanche, il fallait pas le mettre à l'économie. Oui. Il aurait fallu le mettre, je sais pas moi, à l'Académie française. L'Académie française, voilà. Et donc il fait appel à Napoléon III, mais des spécialistes sur chaque truc. Donc quand vous avez une Elisabeth Borne qui dit moi j'y connais rien du tout à l'éducation nationale et qui est mise à l'éducation nationale, c'est un peu embêtant. Et mais tout le monde dit mais non, c'est normal. Un ministre. Remarquez que c'était la vieille thèse de Saint-Simon dans la parabole des gens qui sont morts. Vous la connaissez, la vieille parabole de Saint-Simon. Lui est évidemment inspiré complètement de Saint-Simon. Saint-Simon, c'était qui avait écrit cette parabole admirable sur justement la nécessité de mettre. D'ailleurs, la moitié de l'école polytechnique a été pendant un siècle saint-simonienne, donc. C'était non, mais c'est intéressant parce que on voit là le travail dans le fond qui s'est fait de 1790 à 1830 à peu près, même 40-50 avec Guizot, etc., sur la réflexion entre l'économie, la politique, et qui était une réflexion purement libérale. Et ensuite, et ça fait un enfant heureux dans les époques de Napoléon III avec un gouvernement qui comprenait, mais qui voulait rester maître des choses. Donc, on peut être libéral et avoir un pouvoir fort, un pouvoir politique fort. Alors il faut rappeler tout de même que là, j'ai l'impression je donne l'impression d'être le turiféraire et le défenseur acharné d'un homme sans aucun défaut et qui n'a jamais pris de mauvaise décision. Bien sûr que si, il y a d'énormes plages noires dans l'histoire du Second Empire et dans la politique de Napoléon III, évidemment. Notamment puisqu'on parlait de la gestion de l'État, il y a et de l'autorité. Il était très autoritaire. Il n'était pas autoritaire, il était très autoritaire. Il comprend un peu moins à la fin. Voilà, exactement. Donc, il comprend à la fin que ça commence à vraiment plus du tout passer auprès de la population, parce qu'il a une obsession permanente. C'est très proche du gouvernement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a un rapport permanent à l'opinion publique. Mais il a des formes de sondage qu'il a, etc. Et il comprend au moment que l'autorité, c'est bien, mais bon, maintenant les gens la prospérité est là, l'ordre est là. Ils aimeraient pouvoir raconter un peu ce qu'ils veulent dans les cafés. Donc il y a par exemple, la liberté de la presse est quand même très très muselée. La liberté d'expression est très très muselée aussi. Donc il va libérer tout ça et il va aller vers un empire libéral qui malheureusement n'aura pas le temps de voir le jour parce que c'est une forme de monarchie constitutionnelle. C'est avec Émile Ollivier, non ? Exactement, Émile Ollivier et puis Benjamin Constant, mais il a été mais au départ Napoléon III c'est quand même très autoritaire. Il envoie une grande partie de ses opposants au bagne. Alors sauf Victor Hugo, parce que Victor Hugo il s'en fiche complètement de Napoléon III au départ. Oui, il s'était barré, lui il était en Belgique. Victor Hugo il s'est auto-exilé. Il était en Belgique et puis ensuite il s'est auto-exilé. Il dit tellement de bêtises sur Napoléon III que c'est le gouvernement belge qui va dire à Victor Hugo faut vous en aller là. On n'a pas besoin de problème. Donc il va se auto-exilé dans les îles anglo-normandes et il va se draper dans sa superbe en disant s'il n'en reste qu'un je serai celui-là, puisque Napoléon III à plusieurs reprises invite tous les exilés à rentrer en disant mais les gars revenez, vous êtes bien. Mais bon, Victor Hugo qui est d'une malveillance et d'une mauvaise foi et d'une malhonnêteté intellectueuse de Napoléon III qui est délirante, parce que tous les rêves socialistes les plus fous de Victor Hugo, non seulement Napoléon III les a appliqués, les a mis en place, mais les a dépassés. On les compte, le droit de grève, le syndicat, Napoléon III est tellement obsédé par le fait que l'industrie est un Saturne qui dévore ses enfants, c'est-à-dire que les classes possédantes et dominantes peuvent vraiment assez naturellement abuser de leur situation en étant persuadés que c'est parfaitement normal, qu'il faut les contrôler de l'extérieur, qu'ils se méfient pour les ouvriers et les entreprises en disant attention, vous n'avez aucune idée de comment fonctionne le syndicalisme, vous n'arrivez pas à vous organiser. Donc il les envoie en Angleterre pour qu'ils apprennent le syndicalisme et il les envoie en Angleterre sur son propre argent, sur sa cassette privée. Napoléon III va envoyer des équipes d'ouvriers en Angleterre pour apprendre le syndicalisme. Enfin, c'est quand même absolument ahurissant. Il aurait fait les envoyer en Allemagne parce que le syndicalisme anglais, c'était pas le pied, quand même. Enfin, oui, mais ça fonctionnait. Surtout, c'est celui que Napoléon III connaissait. Le dimanche férié, le dimanche non travaillé, c'est Napoléon III. Le menu au restaurant, c'est Napoléon III. Les prix affichés dans les boutiques, c'est Napoléon III. Les grands magasins, c'est Napoléon III. Oui, BHV, Samaritaine, Galeries Lafayette, tout ça, c'est Napoléon III. Donc le
c'est une explosion de l'eau courante et le gaz à tous les étages. C'est Napoléon III, ça change votre vie, ça. Donc quand vous tirez la chasse au lieu de vider votre peau par la fenêtre, c'est quelque chose qui change votre vie. Donc celui qui est au-dessous de la fenêtre. Oui, et puis avec toutes les maladies que vous chopez à cause de ça, c'est pour ça qu'il crève des grandes allées, des grandes avenues dans tout Paris. C'est lui qui a fait les égouts, non? Oui, 600 km d'égouts, vous vous rendez compte? Et alors là, à nouveau, l'incroyable efficacité d'un Napoléon III avec une administration qui fonctionne très bien. 60% de Paris est entièrement rénové, on creuse les égouts et on fait des œuvres d'art partout, on fait des jardins superbes partout en 18 ans. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas fini la ligne 4. Mais moi, écoutez, ça fait 50 ans que j'essaye d'aller de Paris à ces aéroports pour aller ailleurs en V dans le monde. Et c'est toujours une galère pas possible. Alors que vous êtes à Londres, qui est quand même pas le pays le mieux géré du monde, et vous avez tous les aéroports sont reliés par train directement en 25 minutes. Alors ça y est, maintenant Orly est relié par N14. Et c'est là où Air France enlève tous les avions d'Orly. Maintenant qu'on a le ah oui, maintenant ils enlèvent les oui Arabas après là c'est pas toujours. Mais pour revenir à Victor Hugo, si vous voulez, j'avais un écrivain que j'aimais beaucoup, qui était un Anglais, un historien, et qui a écrit toute une série de livres. Et il y en avait un que j'avais particulièrement aimé, c'était tout ce qu'il appelait tous les idiots géniaux. C'est-à-dire qu'il avait fait une analyse de tous les grands, et il mettait Victor Hugo dans les idiots géniaux. Oui. Ça veut dire les types qui se trompaient sur tout, mais qui avaient une espèce de façon de s'exprimer qui était... Ah ben c'est génialissime, oui, c'est génialissime. Et Sartre est un autre idiot génial. Et donc vous avez eu dans l'histoire de France toute une série... Victor Hugo un peu plus haut quand même, mais dans le génie. Dans le génie. Mais vous avez toute une série d'idiots géniaux. Mélenchon est peut-être un idiot génial aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a une caractéristique, c'est la capacité d'avoir des gars qu'on écoute et qui sont complètement idiots. Et c'est inévitable à partir du moment où la France est la seule qui produit cette classe très à part, et c'est très français, qui sont les intellectuels. Donc il y a des intellectuels qui se trompent. Alors ils sont tous très très intelligents et il y en a qui se trompent. Donc effectivement le phénomène des idiots géniaux, c'est parce qu'il y a des intellectuels. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en France, on préfère avoir raison tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. C'est-à-dire que le peuple français... Heureusement, ça évolue. Ça évolue, mais le peuple français avait une tendresse pour le type qui raisonnait de travers, quoi. Ça m'a toujours surpris aussi. En tout cas, pas le peuple, la classe. Vous avez les créateurs de culture, vous avez les diffuseurs de culture, vous avez ensuite les consommateurs de culture. Dans les créateurs de culture, on avait quand même la classe en dessous, les utilisateurs de culture, ils étaient quand même très admiratifs des types qui se trompaient beaucoup, quoi. Ouais, alors il y a une forme de passion pour le Perdant Magnifique aussi, le personnage du Perdant Magnifique qui se développe énormément dans la littérature puis ensuite au cinéma, ça c'est assez français. Cyrano de Bergerac, c'est incroyable. Ah oui. Cyrano de Bergerac, moi j'adore Cyrano de Bergerac. C'est quelque chose qui a tendance à un peu résumer l'âme française d'ailleurs, Cyrano de Bergerac. Le panache, mais finalement le mur. Et finalement, il n'a jamais la moindre satisfaction avec celle qu'il aime, quoi. C'est quand même dur, hein. Voilà, c'est quand même pas une. Alors effectivement, des figures comme Napoléon III, on veut les réduire au coup d'État sanglant de 51 et à la fin des fêtes de 1870. Alors oui, si le coup d'État a été sanglant, je crois qu'il y a eu à peu près 600 morts. Donc ça a été contrairement au coup d'État de son oncle du 18 Brumaire qui n'a fait aucun mort, et contrairement au coup d'État de la République en 1870 qui n'a fait aucun mort, le coup d'État de Napoléon III effectivement a fait presque 600 morts. Alors à mettre en perspective avec les journées de février où la République en 1848, la République fait plus de 5000 morts en tirant sur la foule. Donc bon, maintenant on va pas commencer à faire des comptabilités, nanana, il y a moins de morts là, plus de morts là, c'est des morts. Donc là effectivement c'est une prise de pouvoir qui est assez brutale. Au départ elle est pas prévue pour être brutale, mais ça va ripper. Qui sont les gars qui se révoltent à l'époque? Ça va dériver. Alors vous avez du sabotage de la part évidemment d'une partie de ce qui est la gauche, de ce qui va devenir en fait la belle gauche. Vous allez avoir Lamartine, vous allez avoir évidemment Victor Hugo qui va se découvrir à gauche à ce moment-là. Vous allez et qui vont commencer à monter des barricades, et là ça va un peu déraper, oui. Et alors il y avait qui dessus des étudiants, des Alors c'est la jeunesse. Alors vous savez, des étudiants, oui et non, parce que là il y en a pas tant que ça à l'époque, mais c'est les jeunes. Vous savez, pour faire une révolution, il faut de la jeunesse. Si vous n'avez pas de jeunes, vous n'avez pas de révolution. Or la France de Napoléon III est une France jeune. Donc la France jusque dans les années 60 était une France jeune, donc avec un potentiel éruptif et révolutionnaire sérieux. D'où jusqu'à mai 68. Depuis ça la pyramide s'est inversée. Mais d'où le fait que le 19e siècle a été le siècle des révolutions un peu partout dans le monde. Parce que le monde est jeune à ce moment-là. Le monde est jeune, et puis chaque fois il y avait une révolution à Paris, ça bougeait à Berlin, ça bougeait à Pologne, ça bougeait... C'était toujours le truc, donc...
Mais après, si vous voulez, ce que je trouve absolument remarquable chez Napoléon III et la construction intellectuelle et de Napoléon III, c'est que quand il va l'appliquer au réel, il va en tirer toutes les leçons. C'est-à-dire qu'il va pas rester coincé sur ses dogmes en disant puisqu'il faut de la redistribution, et ça va devenir confiscatoire pour eux parce qu'il faut redistribuer. Non. Non. S'il faut limiter un peu la redistribution parce que la production ne suit pas, eh ben on limite la redistribution. Donc on s'adapte, on évolue. C'est sous Napoléon III par exemple qu'il a cette intelligence remarquable de libérer le taux d'escompte de la Banque de France. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça permet de s'adapter au cycle. Parce que Napoléon III est tout à fait conscient des cycles économiques. En revanche, il est tout à fait opposé, ça c'est très intéressant, aux théories de Ricardo et aux avantages comparatifs et vous savez à la spécialité des économies. Donc lui il se dit non, il y a des choses qu'il faut garder, il faut conserver des souverainetés. Il y a des souverainetés alimentaires, par exemple, qui sont absolument obligatoires. Donc, il y a des droits de douane à appliquer sur ça et des protectionnisme à appliquer sur certains domaines d'activité, alors qu'au contraire, il faut en libérer plein d'autres. Donc, c'est pas on est protectionniste ou on est ultralibéral. C'est on fait une soupe des deux. Je vais revenir là-dessus parce que c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé moi aussi et ça m'amuse beaucoup. C'est une théorie de Nassim Taleb, vous savez, qui est un économiste tout à fait remarquable, qui est très très intéressant. Et il dit, il y a des activités qui sont, si vous utilisez la concurrence au maximum, vous avez une société qui est extraordinairement rentable, mais extraordinairement fragile. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui se pète dans la ligne de communication, à ce moment-là, par exemple, si vous ne recevez plus de médicaments d'Inde parce que les avions marchent plus, ben, tous les gens meurent en France, quoi. Donc, j'arrive à la conclusion que le rôle d'un gouvernement, c'est d'optimiser la relation fragilité-antifragilité. C'est l'État stratège. Et ça peut être stratège. C'est un peu ce que font les Suisses. Quand vous regardez une fois les Suisses, ils ont gardé pour eux l'énergie, la bouffe. Bien sûr. Et donc, ce sont des trucs qui n'ont aucune raison. L'agriculture pour Napoléon III est une obsession. Il faut qu'on soit autonome en termes donc, alimentaires. Il faut dépassionner cette histoire du commerce international en disant, dans le domaine des voitures, on peut tout à fait avoir de la concurrence, et là on s'en fout. Mais pour la bouffe, pour l'énergie, ça rend le pays extrêmement fragile. Et c'est pour ça qu'il a protégé beaucoup d'industries tout en signant 15 accords de libre-échange avec différents pays, dont bien sûr l'Angleterre. Et sa fameuse phrase, une nation est coupable de mettre à la merci des autres son approvisionnement des denrées de première nécessité, c'est un suicide anticipé. Après la crise du Covid, je pense qu'on peut difficilement donner tort à Napoléon III. Donc, c'est tout de même... Il aurait été violemment contre Bruxelles. Ah, Napoléon III, c'est une certitude. Napoléon III était pour l'Europe des nations au sens de Charles de Gaulle. Et non, Napoléon III n'est certainement pas pour une Europe fédérale ou une Europe où la France se dilue dans l'Europe. En revanche, il va créer une chose assez étonnante. Il va créer l'Union latine, qui va réunir 32 pays, tous les pays d'Europe, mais également l'Argentine, également la Finlande, également tous les pays pas uniquement latins, sur la base d'une monnaie. C'est qui va créer l'ancêtre de la monnaie d'une monnaie commune. Et c'était sur la bimétalité, sur une monnaie bimétallique or-argent, qui est le modèle du franc germinal. Le franc germinal est la monnaie qui a été la plus stable de toute l'histoire. Elle était plus stable que le dollar, plus stable que la livre, plus stable que le mark. Ça a été la monnaie parce qu'elle était bimétallique. Et donc, il va mettre en place ce truc assez génial où chaque monnaie garde sa dénomination. C'est-à-dire que vous avez toujours la couronne suédoise et vous avez le franc français. Mais elles auront le même poids. Et elles seront en fait équivalentes. Et ça va très très bien marcher, mais bon, ça durera pas parce que Napoléon III va malheureusement partir au profit de la Prusse impériale, qui est le vrai problème. Ce qui détruit l'Europe, soyons très clairs, c'est tout de même l'impérialisme allemand. Hein. Donc l'Allemagne a une responsabilité essentielle. C'est tout de même l'impérialisme allemand qui a foutu en l'air toutes ces belles idées. Quelque part, en faisant naître l'Allemagne et l'Italie pas tellement, mais l'Allemagne beaucoup. Napoléon III, il nous a quand même. Il y a un contre-effet qui était dit, qui aurait pu être analysé, mais qui effectivement est absolument rétrospectivement, c'est le suicide de l'Europe. Malheureusement, la création de cette Allemagne sous esprit impérial prussien, c'est le suicide de l'Europe. Mais Bismarck, d'ailleurs ça c'est une chose qui est amusante, les contre-échos de l'histoire. Le Bismarck, qui est certainement le plus grand homme d'État du XIXe siècle, indiscutablement, c'est un type d'une intelligence remarquable, va s'inspirer de Napoléon III pour la constitution de l'Allemagne unifiée, notamment sur les aspects sociaux. Et sur les aspects, il faut un pouvoir fort, mais qui ait des rapports directs avec le peuple, il va beaucoup s'en inspirer. Or, il s'avère que le général de Gaulle et Michel Debré vont s'inspirer beaucoup de la constitution de Bismarck pour faire la Ve République. Ce qui leur permet de dire qu'ils ne s'inspirent pas de Napoléon III, parce que c'est honteux de s'inspirer d'un empereur. Et donc c'est ça, l'inspiration gaulienne est directement de Napoléon III, sur une certitude. Et
Ce qui répond à cette idée de quel est l'équilibre entre un étatisme et le libéralisme? Je trouve que cette phrase de Napoléon III y répond formidablement. Elle devrait être tatouée maintenant. C'est la mode du tatouage sur l'avant-bras de tous les ministres de l'économie et de tous les ministres de finances, obligatoire au moment où ils prennent leurs fonctions. Le plus grand danger des temps modernes vient de cette fausse opinion qu'un gouvernement peut tout et peut répondre à toutes les exigences, remédier à tous les maux. Il faut éviter cette tendance funeste qui entraîne l'État à exécuter lui-même ce que les particuliers peuvent exécuter aussi bien et mieux que lui. C'est quand même pas très compliqué, ça non plus. Mais c'est exactement, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Vous savez, c'était un des fondements de l'Europe qui n'a pas été respecté. Ce qui peut être fait au niveau de la paroisse est fait au niveau de la paroisse. Ce qui peut être fait au niveau du département peut être fait au niveau du département. Et on monte comme ça. Ça se termine au pape. Et Napoléon III a anticipé la participation. Napoléon III a anticipé énormément de choses. Le mutualisme, les caisses de retraite, les premiers services, les prémices de la sécurité sociale, c'est Napoléon III. Il y a quelque chose qui me chagrine beaucoup en France, c'est qu'aujourd'hui, le système bancaire est complètement centralisé. Or, pour que... Ah oui, non, lui, il voulait une compétition permanente entre les banques. C'est-à-dire, par exemple, j'avais un copain qui était à la banque, quand j'étais à Toulouse, qui était la Banque Courtois, vous savez, qui était une banque locale qui existait depuis 1730, je sais pas quoi. Bon, elle a eu un petit problème, ils l'ont immédiatement fait racheter par, je sais pas quoi, le Crédit Agricole. Et en 1999, je crois que l'inspection des finances a demandé à ce que tout le pognon de toutes les banques locales, etc., remonte à Paris. Et donc, toute l'épargne a été asséchée. Et donc, autrefois, le directeur de la Banque Courtois, il jouait au golf avec le boucher local, ou j'en sais rien. Et donc, il pouvait lui prêter de l'argent, il y avait une relation, ils se connaissaient depuis toujours. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde où tout le pognon remonte à Paris et le type qui est à Concarneau, il peut pas donner des crédits au-dessus. Non, oui, ça c'est vrai. Et donc on a une espèce de centralisation du pognon. Tout le monde a le même problème. Quand vous avez un conseiller bancaire aujourd'hui, il fait de son mieux, mais en fait, il peut rien faire. En fait, il peut rien faire. Et puis alors, il change tous les 2-3 ans pour être sûr qu'il n'y ait pas de relation amicale qui se fasse entre le client et le conseiller bancaire. Ça, c'est vraiment toutes les banques de détail le font. C'est assez pénible. Et donc, ça veut dire que tout le pognon est à Paris et on crève d'embolie. C'est-à-dire que le pognon, il y a plus de sang qui circule en France. Il y a un dynamisme bancaire et financier sous Napoléon III qui est absolument, c'est le moins qu'on puisse dire, incroyable, puisque c'est la création de la Société Générale, du CIC, du Crédit Foncier, du Crédit Immobilier, de l'ancêtre de la BNP Paribas, de toutes les banques qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des banques systémiques, et qu'il a mis en compétition. Donc ça, c'est complètement fou. Il invente le chéquier. Il libéralise l'entreprise et l'esprit d'entreprise, parce que c'est lui qui va permettre la création de la société anonyme à responsabilité limitée. Ça, c'est une invention géniale, ça. Et ensuite, la société anonyme tout court. Donc ça va faire exploser l'entrepreneuriat en France et c'est formidable. Donc tout le temps... Et je voudrais expliquer pourquoi. C'est parce que jusqu'à ce que la société anonyme soit créée, ce qui se passait, c'est que vous étiez responsable sur l'ensemble de vos biens. Oui. Et donc là, vous dites, écoutez, j'ai mis 10 000 francs là dans cette société, et puis je mets plus un rond. Et donc ça a permis la rupture entre les fortunes individuelles et la prise de risque. Exactement. Ça a permis donc la mutualisation du risque, l'émergence des marchés financiers, etc. Pour ceux que ça intéresse, il faut que vous lisiez un livre qui s'appelle de Hernando de Soto. Lisez surtout Napoléon III. Lisez surtout Napoléon III. Mais Hernando de Soto, c'est le gars qui a montré que l'invention de la société anonyme a permis le développement du capitalisme. C'est-à-dire la mutualisation du risque. Forcer la mutualisation du risque. La mutualisation du risque, oui, mais le principe même de mutualité, c'est un principe qui se répand sous Napoléon III. Oui, ce qu'il y a, c'est que Louis-Philippe, son prédécesseur, avait en main toutes les cartes pour faire la même chose. La révolution industrielle commence sous Louis-Philippe, elle commence pas sous Napoléon III. La grande différence entre Napoléon III et Louis-Philippe, c'est que Louis-Philippe, en plus, a non seulement toutes les cartes, mais en plus, il a la durée devant lui, puisqu'il est roi, il a pas d'élection. Napoléon III est président pour 4 ans. Il a un gouvernement qui ne contrôle pas, une chambre qui est massivement monarchiste et anti-républicaine, et il est pour 4 ans non renouvelable. Donc il se dit, si je veux appliquer un programme, c'est pas possible, ça va pas marcher. Donc il fait un coup d'État, il devient empereur, et là il a la place devant lui. Et qu'est-ce qui va faire la différence quand il se met dans une situation similaire à celle de Louis-Philippe en tant qu'empereur, et là où Napoléon III va réussir, et là où Louis-Philippe échoue, c'est que Napoléon III prend des décisions rapide, les fait valider directement par le peuple et assume la responsabilité. Il y a une responsabilité claire, une décision claire et une validation claire. Légitime, action, légitimité, responsabilité. C'est ça la méthode Napoléon III, et elle est étincelante. On pourra toujours clore le débat en disant oui, bon, vous êtes marrant avec votre Napoléon, vous nous fatiguez, de toute façon il s'est planté à Sedan, ça a été l'horreur. Mais non, enfin, si Napoléon se plante à Sedan, c'est parce qu'il a
à ce moment-là, un Parlement qui veut se débarrasser de l'Empire, qui est massivement républicain, il est très possible que ce Parlement se dise que, qui a empêché Napoléon III de se réarmer. Ça, c'est aussi une chose qui est amusante. C'est aussi un parallèle assez intéressant. C'est que on est face à la Russie, nous, on choisit le réarmement, et c'est une très bonne idée. À l'époque, face à l'Allemagne, le Parlement libéral de l'Empire libéral refuse à Napoléon III les crédits pour réarmer, parce que la Prusse avait déjà gagné en 1866 de façon magistrale, et Napoléon III et son ministre de la guerre de l'époque, le remarquable maréchal Niel, disent l'armée française n'est pas prête face à ça, il faut moderniser nos techniques, il faut tout moderniser, et c'est son parlement de gauche qui dit non, la guerre, non. Mais ils ont fait le même coup non, il faut pas. Et résultat, on va se prendre une tôle monstrueuse en 1870, c'est quand même assez largement à cause des républicains. Oui, mais ils avaient fait le même coup en 36-37, non? C'est ça, voilà. Ils avaient refusé de voter les crédits militaires, etc. Les crédits militaires. Donc là, Napoléon III a été victime de ça, comme quoi c'est pas du tout une dictature, puisque c'est la Chambre des députés qui a décidé de lui couper l'arbre sous le pied et d'empêcher l'armée de se réorganiser, de s'équiper. Et en plus, le pauvre Napoléon III à la fin, celui-là est malade de la maladie de la pierre, donc c'est un caillot dans la vessie. Horriblement douloureux. C'est des douleurs syncopales, et il est sous morphine la moitié de la journée. Donc effectivement, là, vous avez 3-4 crétins qui, pour le coup, ne sont pas des géniaux idiots, des idiots géniaux, mais vraiment des crétins. Qui sont dans son gouvernement malheureusement à ce moment-là, qui sont dans l'entourage immédiat du pouvoir, qui veulent la guerre, qui vont pousser la guerre, qui vont l'obtenir. Mais Napoléon III, lui, est tout à fait hostile à la guerre. Guillaume Ier, le roi de Prusse, est hostile à la guerre. Oui, c'est Bismarck qui veut la guerre, et c'est le gouvernement de Napoléon III qui veut la guerre. C'est la dépêche de je sais pas quoi. Et c'est le génie de Bismarck qui va manipuler la dépêche d'Ems. C'est le génie de Bismarck qui va manipuler l'arrogance et cette espèce, vous savez, comme aurait dit De Gaulle, ce peuple sûr de lui et dominateur qui étaient les Français à ce moment-là. L'orgueilleuse nation, disait l'orgueilleuse nation, la grande nation, comme disaient les Allemands en se moquant de nous. C'est, on va jouer sur leur orgueil, on va piquer leur orgueil, et ces abrutis vont partir en guerre. Et c'est pas les abrutis en question, effectivement, c'est le pouvoir de l'époque, c'est la Chambre qui est massivement libérale, et le gouvernement qui est complètement idiot. Et le pauvre Napoléon III, lui, il est au fond de son lit, shooté à la morphine. Et donc, ils vont partir en guerre avec une armée qui est totalement désarmée, puisque la Chambre massivement libérale l'a empêché de se réarmer. Donc c'est un désastre. De fait, Napoléon III n'aura pas le soutien d'alliés naturels qui auraient pu être l'Italie et l'Angleterre contre cette, évidemment pas l'Autriche, puisque l'Autriche est du côté allemand à ce moment-là, grâce au génie, grâce au génie de Bismarck, l'Autriche est du côté de son côté à lui. L'Italie, non, parce que la gestion de l'unité italienne est plus compliquée que prévu de la part de Napoléon III, donc ils viendront pas à son secours. Et l'Angleterre non plus, parce qu'ils se disent que cet empire français commence à devenir un peu trop gros, et qu'il commence à devenir vraiment très puissant. Donc c'est pas plus mal si, donc voilà. Et résultat, l'Angleterre a toujours essayé de diviser pour régner, choisir d'appuyer celui-ci, d'appuyer celui-là, et de temps en temps, ils ont appuyé le mauvais. Et là, on l'a bien vu avec Bismarck, qui s'est... Oui, là, ça a été... Ça a pas été... Puis on a failli avoir le même problème avec Édouard VIII à la veille de la Seconde Guerre mondiale, absolument, qui était totalement pro-nazi. Donc, ce qui a sauvé l'Angleterre, c'est ce qui a sauvé l'honneur de l'Angleterre et l'honneur de l'Europe, c'est Winston Churchill. Qu'on aime ou pas le personnage, la dette que toute l'Europe a à Winston Churchill est impossible à éteindre. Ça, c'est sûr. C'est marrant parce que c'est un personnage qui avait été toujours flamboyant, mais assez médiocre. Dans des tas de décisions, quand il était ministre des Finances, il a été nul. Quand il était lord de l'Amirauté, il a été nul. Ah oui, puis avec Gallipoli, il a fait Gallipoli, ça a été affreux. Et puis, au moment de la guerre, il s'est révélé, oui. Il s'est révélé. Il a été, inflexible. Ça a été son grand moment. C'est étonnant. Donc, c'est pas parce qu'un homme politique a fait des erreurs qu'il faut le condamner, peut-être. Ah oui, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que, voilà, gardons ça comme leçon. C'est parce qu'un homme politique fait des erreurs qu'il faut le condamner. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Macron? Voilà, j'allais vous dire, voilà. Donc gardons ça comme leçon. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ses prédécesseurs également? Parce que je ne cache pas que. Ah oui, non, mais les prédécesseurs. Alors là, il y en a quelques-uns qui ont été condamnés quand même, quelques prédécesseurs là qui ont été condamnés. Mais écoutez, le président Macron aujourd'hui, en tous les cas, fait ce qu'il peut pour essayer de revenir sur la scène internationale, sans doute un peu maladroitement, mais c'est vrai qu'il part d'une situation qu'il a lui-même créée, qui est assez difficile. Alors dans ce livre, vous allez voir, on fait des parallèles évidents entre Napoléon III et De Gaulle, mais on fait également des parallèles entre Napoléon III et Macron. Vous allez voir, c'est assez piquant, c'est assez rigolo. Et ce livre propose des propositions très concrètes inspirées de la méthode napoléonienne pour comme solution. Il faut que le pouvoir retrouve sa légitimité. C'est le référendum. Il n'y a pas le choix. Il faut le référendum d'initiative citoyenne maintenant, en plus du référendum d'initiative. Il faut les deux. Si vous ne rétablissez pas un rapport direct entre les Français et leur chef,
On est cuit. Vous fabriquez des, révolution. Vous favorisez du LFisme hystérique et vous favorisez de l'extrême droite identitaire un peu folle. Donc c'est pas de ça dont on a besoin. Le gaulo-bonapartisme ou le bonaparto-gaullisme ou d'une façon générale l'esprit français est naturellement centriste. Donc mais pas un centrisme à la Macron, c'est ça le problème, c'est que le centrisme à la Emmanuel Macron n'a pas fonctionné. Il y a eu de bons résultats, mais sur le fond, ça n'a pas fonctionné. Mais non, parce qu'il ne faut pas prendre une décision. Le bilan. Vous pouvez pas prendre des décisions si vous croyez en même temps. Alors, Napoléon III l'a fait, il a réussi. Napoléon III croyait au premier de cordée, ça a marché. Napoléon III au premier de cordée, mais il croyait pas en même temps. Vous pouvez pas être pour et contre quelque chose à la fois. Non, parce que là, le en même temps, c'est de la confusion, c'est plus du. Non, ça n'a pas marché. Le ruissellement dont parle régulièrement le président Macron est directement inspiré évidemment de Napoléon III, sauf que Napoléon III, le ruissellement, ça va dans les infrastructures et dans l'aide aux plus pauvres pour leur instruction et pour leur santé. Donc leur instruction et leur santé. Ça va pas pour leur payer un chèque énergie ou une télé 16/9 au moment de la rentrée scolaire. Donc c'est complètement idiot de la façon dont la redistribution est gérée. Il faut de la redistribution, c'est le modèle français, mais là il y a quelque chose qui va pas. Donc et à nouveau, inspirons-nous de cette idée que l'économie c'est comme un fleuve, il faut que les sources soient importantes et une fois qu'il a grossi, on peut commencer à détourner. On commence à la création de valeur. S'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas grand-chose à distribuer. Hein. Oui, c'est ça, on est d'accord. Pour distribuer quelque chose, donc pas d'impôts de production, des impôts de consommation qui ensuite sont réorientés intelligemment vers. Alors Napoléon III est keynésien avant le keynésianisme, mais il fait très peu d'emprunts. C'est-à-dire que Napoléon III endette très peu l'État. Napoléon III parce qu'il va faire du partenariat public-privé en permanence, c'est-à-dire que les grands oligarques, les grandes fortunes, les plutocrates, déjà les Rothschild à l'époque, comme quoi il y a des permanences. Ceux qui ont fait les chemins de fer, vont être ceux qui vont investir dans l'économie, vont investir massivement dans l'économie de services publics. Pourquoi ? Parce que c'est très orienté par l'empereur comme ça. Vous avez intérêt à le faire tout de même si vous voulez continuer à ce que je vous laisse faire des affaires. Et en plus, je vous garantis des retours sur investissement, etc. Et donc, quand vous faites une ligne Paris-Lyon, je veux que vous avez obligation. Alors vous prenez les fruits du bénéfice à l'époque le chemin de fer était en compétition permanente mais sous contrôle étatique. Et quand vous faites une ligne qui vous rapporte de l'argent, vous avez obligation d'en construire une autre qui soit une transversale. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans la République ? C'est qu'on a coupé les transversales et on les a remplacées par les fameux bus Macron. C'est complètement idiot. Ça, c'est de la folie furieuse. C'est qu'on a détruit le réseau de chemin de fer alors qu'il avait été construit en partenariat public-privé de façon magistrale. Et cette intelligence de Napoléon III est absolument implacable. Enfin, on ne peut que la constater. Et ce qu'il y a d'assez magique, comparaison n'est pas raison. Enfin, quand même, il y a quand même un truc qui est très magique, c'est qu'il va développer. Il va dépenser un argent extraordinaire dans les infrastructures, dans la base des services publics, dans l'instruction publique, dans l'aide aux plus démunis, aux plus pauvres, l'assistance juridictionnelle totalement gratuite pour les plus pauvres, les premières mutuelles. Enfin tout ça, ça prend beaucoup d'argent. Et quelle est la pression fiscale à l'époque ? Elle est de 9% du revenu national brut. 9%. Aujourd'hui, on est à 57%. Et on est à 57%, on a des services publics qui n'existent plus. Alors, on sait pourquoi. C'est parce que le principe de redistribution ne fonctionne plus. Enfin, s'il fonctionne, mais il fonctionne mal. C'est-à-dire qu'on redistribue trop et mal. Donc, ça va pas. Et surtout, on distribue du sommet, si vous voulez. La distribution, pour qu'elle soit juste, moi, je parlais aux gendarmes de ma petite ville dans le sud-ouest il y a très longtemps. Ils me disaient, mais monsieur, il y a des gens ici qui sont très malheureux, ils n'ont pas eu de chance, ils ont eu des malheurs, c'est normal qu'on les aide. Et puis il y a des gens qui sont des passagers clandestins qui vivent de cette distribution et qui ne vivent que pour ça. Oui, il ne faut pas d'oisifs. Il faut éviter les oisifs. Il faut éviter les oisifs. Donc, un principe de distribution, ça devrait être fait un peu comme en Suisse, allez encore une fois, par la ville. Oui, de façon locale. De façon locale, il n'y a aucune raison que ça soit décidé à Paris. Alors il faut un peu des deux quand même, mais on définit les principes à Paris et l'exécution locale. Parce que le risque, si vous commencez à faire des redistributions locales, c'est que vous allez faire un dumping de département à département, vous voyez, entre celui qui va donner plus ici, celui qui Oui, mais c'est ce qui se passe un peu aux États-Unis. Mais je suis pas sûr que ce soit un succès absolu. Non, mais comme vous voyez très bien que dans les États démocrates où on fait une espèce de dans les États démocrates où on entretient toute une série d'oisifs qui continueront à voter démocrate. Eh bien, les gens s'en vont et vont travailler à côté. Donc, petit à petit, les États démocrates, les personnels politiques, voient le résultat de leur politique et se font battre. Donc, si vous voulez, il faut aussi éduquer celui qui distribue l'oisiveté.
S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison qu'on subventionne le démagogue. Là, pour le coup, je pense que c'est exactement l'expression qui résume ça. C'est l'excellente expression, Charles. La distribution de l'oisiveté. C'est ça qui marche pas. La redistribution, oui, mais pas de l'oisiveté. On redistribue dans les infrastructures, on redistribue dans les services publics, mais et il faut qu'il y ait un réseau pour ceux qui ont eu des malheurs. Mais ce réseau ne doit pas emmener la création d'une classe de passagers clandestins. Mais la problématique, c'est que si vous voulez que ça fonctionne, il faut que les passagers clandestins potentiels puissent avoir accès à un emploi. Il faut donc que la fabrique du chômage systémique soit cassée, et il faut que cet emploi soit rémunéré. Mais pourquoi il y a le chômage? Je peux vous donner la réponse tout de suite. Chose Napoléon III. Ce qui est certain, c'est que la rentabilité des affaires était élevée. Très élevée. Et donc, il n'y avait aucun problème d'emploi. La réalité, si vous voulez, c'est que, moi, je peux vous montrer tous les graphiques que vous voulez, c'est quand la rentabilité des affaires baisse en France, un an après, le chômage augmente. Donc, le prélèvement fait pour payer les loisirs crée le chômage. Oui, c'est un cercle tout à fait vicieux. Et donc, et ils le savent, et ils le font pour continuer à être au pouvoir. Et tout ça va être financé ensuite par la dette publique. Enfin, on le voit très bien. Donc, il y a quand même toute une classe maintenant. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de dette du côté de l'Empire. Donc, si vous voulez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une classe politique qui vit de la distribution aux oisifs. Oui. Et qui l'engendre et qui la crée. Oui, alors ça vraiment c'est depuis, et puis vous avez une classe politique une classe politique, oui c'est vrai, parce qu'il y a une classe politique qui vit de ça et qui se maintient au sein de ses partis grâce à ça. Grâce à ça. Vous avez comme des théories aux avantages imaginaires avec des théories complètement inapplicables, sortir du capitalisme, machin, les gars, soyons réalistes, demandons l'impossible si vous voulez, mais là, si c'est vraiment impossible, on va pas y arriver. Donc là, il y a une forme d'ultra gauche qui est en train de se mettre en place, qui est assez inquiétante en France, oui. Qui en plus s'accompagne d'un cortège de haine communautaire un peu curieuse, et une forme d'ultra droite qui est inquiétante également, puisqu'alors la haine communautaire s'exprime autrement, puisque c'est le grand remplacement, la remigration, enfin ça c'est pareil, c'est des théories complètement fumeuses, ça n'est pas du tout faisable. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que si vous nommez quelque chose de façon négative, vous créez la dissension. C'est-à-dire, si vous êtes en train de dire les capitalistes sont tous des ordures, ou les hommes blancs sont tous des ordures, et donc vous avez cette tentation qui est d'identifier le bouc émissaire. Les blonds sont tous des nazis. Les blonds sont tous des nazis aux yeux bleus. Donc, pour moi, si vous voulez, ça commence par le langage, d'éviter un langage de division. Et aujourd'hui, il y a le langage de division qui monte de façon extraordinairement inquiétante. Ah oui, la polarisation est majeure. Alors, à l'époque où, effectivement, là, de fait, les empires et la République de Gaulle cherchaient à rassembler. Ouais, tout à fait. On était dans un discours de rassemblement. On était dans un discours où justement, on va se retrousser les manches et on va y aller. L'objectif n'était pas de ruiner les riches au profit des pauvres, mais de fonder le bien-être de chacun sur la prospérité de tous. Et ça, je veux dire, effectivement, on est face à une société qui maintenant est tellement polarisée que, vous savez, moi j'avais été très frappé par cette réflexion de Frédéric Tadei qui avait été interviewé. Frédéric Tadei est probablement, à mon sens, un des plus grands animateurs de débat en France aujourd'hui, parce qu'il est totalement agnostique, il fait le travail, c'est-à-dire qu'il lit les bouquins, il les analyse, il pose les bonnes questions, et il est totalement agnostique. Alors il a ses avis personnels, mais il les garde pour lui. Et Frédéric Tadei, qui a fait de nombreuses émissions, notamment sur les services publics, puis sur Paris Première, puis sur RT, et finalement arrive sur CNews, et CNews, c'est lui qui explique ça, et c'est nous, je lui dis, Monsieur Tadei, vous faites exactement ce que vous voulez. Voilà, donc vous avez carte blanche, c'est ce que vous voulez. Et donc Frédéric Tadei explique, voilà, moi je vais faire la même chose, je vais amener des avis contradictoires de droite et de gauche, de centre et du côté, etc., ce que j'ai toujours fait. Et CNews me laisse faire, sauf que c'est un flop magistral. Je n'ai tout simplement pas de spectateurs. La réalité, c'est que c'est pas la télé qui gouverne, c'est évidemment la demande, et la demande est polarisée. Et la demande des spectateurs, c'est pas d'avoir un gars de gauche qui débat avec un gars de droite, c'est deux gars de droite qui sont d'accord, qui alimentent le biais de confirmation, et c'est pareil dans les médias de gauche. C'est pas faux ce que vous dites. Et c'est embêtant, ça polarise, ça surpolarise. Pour moi, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'en plus, la gauche et la droite, c'est plus du tout le problème. Donc, si vous faites des débats entre des gens de gauche et des gens de droite... oui, parce qu'il y a un débat qui est totalement exclu systématiquement, c'est souveraineté nationale ou fédéralisme européen, qui est comme le vrai sujet. Débat. Donc, moi, si vous voulez, il y a 4-5 ans, j'avais publié toute une série d'études en disant le débat dans le futur, ce sera entre ce que j'appelle les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Ah oui, je me rappelle, ce qui est une bonne aujourd'hui, c'était ça les débats dont on a besoin.
Et si vous continuez sur l'ancien débat, vous n'avez plus personne qui s'intéresse parce que c'est plus le débat. On noie le débat sur l'identité française. Est-ce que l'islam est soluble dans la République? C'est à partir du moment où on décide que oui, elle le sera. C'est surtout à partir du moment où le débat, c'est pas ceux qui n'acceptent pas l'islam dans la sculpture de la République, comme le dit l'islam d'abord, s'il y a des conditions qu'on vous impose dans un pays que vous n'acceptez pas, vous partez. Donc ceux qui ne veulent pas que l'islam soit, qui pensent qu'ils sont islamistes et que c'est pas compatible. Au revoir messieurs, ça nous a fait très plaisir. Bonne chance à vous aller. Ça c'est une politique tout à fait bonapartiste, c'est-à-dire l'autorité. Mais là, si vous voulez pouvoir appliquer cette politique sans avoir des amendes et des sanctions de la part de l'Union européenne, il va falloir commencer à sérieusement songer à votre place au sein de cette Union européenne et reprendre un petit peu des leviers de souveraineté. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, quand vous discutez de ça, vous êtes un malade mental. Voilà, moi, ce que j'ai écrit un papier récemment, dans les 4 ou 5 souverainetés de Philippe Auguste sur les frontières, sur le budget, sur la monnaie, sur l'armée et sur la police, et sur l'unité du droit, c'était alors après vous avez les 4 souverainetés bonapartistes qui sont la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, la souveraineté culturelle et la souveraineté économique. Mais là ça c'est des souverainetés pratiques. Si vous n'avez pas d'armée, si vous n'avez pas de monnaie, si vous n'avez pas d'unicité du droit, vous n'êtes pas souverain. Donc on n'est plus un pays. Moi ce que je me suis dit aux gens, c'est que la France aujourd'hui n'est plus un pays. Dans tous les cas, c'est en train de partir très largement vers une dissolution. On n'est plus un pays souverain du tout. Donc c'est ça le vrai problème. Et de la base du gaullisme et du bonapartisme, c'est comme la souveraineté de la France. Mais parce que mais en plus c'est la base de tout le développement démocratique et républicain depuis la Révolution française, c'est qu'à nouveau on a inversé la légitimité du pouvoir, ça n'est plus Dieu, c'est le peuple. À partir du moment où c'est le peuple qui légitime un pouvoir en place, il faut bien laisser la parole au peuple. Oui. Donc c'est pas une classe de techno-gestionnaires qui n'ont été élus par personne. Je vais faire le bonheur du peuple malgré eux. Malgré lui, c'est ça qui est basé à Bruxelles ou ailleurs. Et on est dans un truc radicalement antidémocratique qui est radicalement contre le... C'est terrifiant. C'est schizophrène parce que ces gens-là, ils veulent faire le bonheur de quelqu'un qu'ils connaissent pas. Et c'est quand même une histoire. Et de vous parliez de corruption. Alors là, je pense que là, c'est un bonus à la corruption immédiat parce qu'on voit bien tout de même après toutes les enquêtes, qu'il y a quand même un problème de corruption massif à l'échelle européenne aussi bien administrative que politique. Et Madame Ursula von der Leyen, dont il semblerait tout de même qu'il y a un faisceau d'indices très sérieux sur le fait qu'il y a des problèmes de corruption majeurs, a été renouvelé à la tête de la commission. Et c'est un journaliste américain, c'est là où vous vous rendez compte que l'Europe est quelque chose qui ne va pas, c'est le New York Times qui réussit à obtenir qu'on fasse quand même une enquête dessus. Il n'y a pas un journaliste européen qui a attaqué le sujet. Un seul, parce qu'ils sont heurtés au mur des avocats de la commission et de Madame von der Leyen. Ils disent, on n'a pas les moyens. Le New York Times se dit, si, il y a un problème, comme on va les regarder. On veut des réponses. Et ils sont en train de les obtenir. Là, je dis merci, le New York Times. Vous connaissez la vieille blague, on va terminer là-dessus, mais il y a 2 sortes de journalistes en France. Les journalistes honnêtes et ceux qui ont un boulot. Voilà, mais en tous les cas, je pense que Napoléon III est une inspiration. Vous devriez le lire parce que c'est une période un peu oubliée de l'histoire, et c'est un moment quand même fort de l'histoire parce que c'est là où a été fait un petit peu la base économique des succès français dans les décennies qui ont suivi. Et il y a eu toute une série de très grands personnages. Vous avez eu les frères Perrer, vous aviez les Rothschild, vous aviez Morny, vous aviez toute une série vous avez eu des juristes remarquables aussi qui ont été à l'époque. Vous avez la biographie des principaux personnages historiques qui est prévue à la fin. Donc c'est très Abdelkader qui est un gars absolument formidable. On n'a pas parlé de la situation de la gestion algérienne qui aurait été différente. Donc tout ça est extraordinaire parce qu'une fois de plus, et j'ai la même impression aujourd'hui, vous avez des opportunités gigantesques qui s'ouvrent et on a un génie particulier à traiter le problème à laquelle personne s'intéresse pour éviter de traiter le problème qui est en face de nous. C'est les menus dans les cantines scolaires, c'est pas l'urgence. Non, le menu dans les cantines scolaires. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je trouve ceux qui connaissent pas l'histoire sont condamnés à renouveler ses erreurs. Oui. Donc, continuez, lisez. Exactement. Merci beaucoup. Merci Charles, merci à tous.